4 septembre 2025, 27 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu, célébration ce jour du Mawlud marquant la naissance du prophète Mohammed. Dans ce journal, nous vous proposons de mieux en savoir sur cette célébration. Décès du vice-président du Conseil économique et social Emmanuel Golou, le bureau politique du bloc républicain est allé présenter ses condoléances à la famille de ce membre influent du parti. Les précisions assurées, puis l'association Presse pour les Prouves et l'Institut de Lettres a célébré en différé l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse, une célébration marquée par une descente sur le site de construction du pont d'Arokbeya. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. La communauté musulmane célèbre ce jeudi 4 septembre le Mawlud, une célébration dédiée à la naissance du prophète Mohammed. Mais quel est le sens du Mawlud? El Hadj Abdul Wahab Alao, imam de la mosquée centrale d'Arozon dans l'arrondissement de Pao, commune de Ouida, nous donne ici quelques explications par rapport au Mawlud. Il est au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Barrega. Mawlud, étymologiquement, ça vient du mot walada, de la racine walada qui signifie naître. Mawlud, donc, c'est la naissance. Et ici, il s'agit de Mawlud Nabi qui signifie la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chez les jurisconsultes, c'est la célébration, la commémoration. Et c'est ça, c'est là qu'il faut faire la nuance. Ce n'est pas une fête, mais une commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est né le 12 Rabi'ul Awwal, c'est le 3e mois de l'Hégire, en l'an 570 après Jésus-Christ. Il est né à la Mecque, et la ville qui abrite la Kaaba. Et historiquement, c'est le lieu où le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam a laissé son épouse, sa seconde épouse Hajar, ainsi que son enfant Ismaïl, et de l'endroit va jaillir l'eau de Zamzam et va commencer l'histoire qui va voir par la suite des générations et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se vient bien des siècles et des siècles après. Lorsqu'on parle de ce qui se fait en ce jour, généralement on passe aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On fait la lettre du Saint-Coran, on donne ses enseignements, son histoire, on rappelle son histoire et les enseignements, ce qui a marqué les plus grands événements de sa vie, etc. Et on rappelle aussi que la plus grande façon de célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mettre en pratique ses enseignements. Il faut rappeler que le musulman n'attend pas forcément le 12 Rabi'ul Awwal avant de parler du prophète ou avant de mettre en pratique ses enseignements. Mais il est toujours mieux qu'en ce jour qu'on fasse encore des enseignements par rapport. Il faut noter qu'au niveau des jurisconsultes, il y a divergence. Il y a parmi les savants ceux qui trouvent que c'est une mauvaise innovation, il y a d'autres qui trouvent que c'est une bonne innovation, et chacun, dans son argumentaire, a raison. Ici, nous ne parlons pas de c'est bon, ce n'est pas bon, etc. Chose sûre, c'est que les deux écoles ou les deux parties ont des argumentaires assez solides et chacun est dans son coin. Et tout compte fait, c'est que s'il faut les célébrer, il faut les célébrer en respectant les enseignements de l'islam, c'est-à-dire il faut que l'on évite le gaspillage qu'on remarque quelquefois et le fait aussi que les gens s'entremêlent de manière illicite, les hommes, les femmes, etc. Et parfois on va de l'illicite. C'est ça ce qui est réprimandé par toutes les parties. Et ce qui est aussi accepté par toutes les parties, c'est le fait qu'on puisse ressasser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la meilleure façon de faire la commémoration. Qui est donc en réalité le prophète Mohammed, sûrement que beaucoup l'ignorent. L'imam Abdul Alao parle ici de qui est le messager d'Allah. On l'écoute à nouveau. Lorsque Michael Hart a voulu classer les plus grands hommes qui ont traversé l'histoire, qui ont vécu
Et dans toutes les soirs, il a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en haut de l'échelle, en haut totalement, et après lui, ceux qui veulent même sont loin de lui, parce que c'est l'homme complet. Sa vie est faite de miracles. Il est né orphelin de père. Son père était décédé bien avant sa naissance, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il n'a pas eu la chance de fréquenter. Il n'est pas allé à la quête. Il n'a pas fréquenté. Sa maman est décédée lorsqu'il avait 6 ans. Donc, à 6 ans déjà, il était déjà orphelin de père et de mère. Donc, il n'a jamais eu un enseignant réel comme cela. Malgré ça, il a donné des enseignements dans tous les domaines. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, Georges Bernard Shaw disait à propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cet homme illustre, il disait, loin d'être un antéchrist, c'est lui qui pourrait porter le titre du sauveur de l'humanité. Et que si les problèmes de la société moderne lui avaient été confiés, il aurait trouvé des solutions à chaque situation. L'homme, il a incarné tout. Il a incarné le pouvoir législatif, parce que c'est lui qui promulguait les lois. Le pouvoir constitutionnel, c'est lui qui les homologuait. Le pouvoir judiciaire, c'est lui qui mettait en exécution ces lois, lui seul. Le pouvoir exécutif, c'est lui qui était le chef, comme le chef de l'État, comme le gouvernement tout entier, et il dirigeait la nation sans qu'aucune loi ne contredise une autre. Et avec tout cela, il est aussi comme le chef de l'armée. Outre que le premier magistrat, il incarnait le chef de l'armée parce qu'il allait aux expéditions, etc. Donc, malgré tout cela, il était aussi l'époux romantique, le père aimant, l'ami confident, avec qui on pouvait tout dire. On pouvait se confier. Il donnait des conseils, etc. Il était doux. Au point où un poète de ce temps, Hassan Ben Sabit, a dit de lui, Wa ahsanu mink lam tarakatu ayni. Meilleur que toi, mes yeux n'ont jamais perçu. Wa ajmalu mink, plus beau que toi, lam tel de Nissa, aucune femme n'a jamais mis au monde. Tu es créé dépourvu de tout défaut. Comme si tu avais été créé à ton désir, à ton vouloir. Après le décès d'Emmanuel Golou en fin de journée du mardi 2 septembre, les responsables politiques du bloc républicain se sont rendus en début de soirée de ce mercredi à son domicile à Kadiaon. Le président du parti, Abdoulaye Biotchane, et la délégation qui l'accompagne sont allés présenter les condoléances du bloc républicain à la famille éplorée. Rappelons qu'Emmanuel Golou était entre autres un membre influent du BR Ouliad Sanoussi et Jocelyn Bariga pour le point. Une délégation des responsables du bureau politique du bloc républicain, ici au domicile du regretté Emmanuel Golou à Kadiaon, en début de soirée de ce mercredi. La délégation conduite par le président Abdoulaye Biotchane est allée présenter les condoléances du parti à la famille éplorée suite au décès d'Emmanuel Golou des suites d'une maladie. Décès survenu en fin de journée du mardi 2 septembre au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Après les salutations d'usage avec la veuve et autres membres de la famille, les circonstances du décès de l'homme ont été expliquées aux visiteurs affligés par la disparition de l'un des leurs. Et avant de prendre congé de la famille, Abdoulaye Biotchane a rendu hommage à l'illustre disparu à travers quelques mots forts dans le livre de condoléances. Voici la substance de son message. Cher président Golou, grand camarade de lutte, tu as combattu tous les combats pour le bien-être de ta communauté en particulier et pour le peuple béninois en général. Tu es parti à un moment où nous avons encore besoin de toi pour le grand rendez-vous de 2026. Le bloc républicain te souhaite de retrouver l'éternel Dieu qui t'a créé et qui a permis que nous menions ensemble le combat du développement de notre cher pays, le Bénin. Va et que l'Éternel t'accueille dans sa félicité céleste. Jusqu'à son décès, Emmanuel Golou était membre du bureau exécutif national du bloc républicain. Il fut également président du Parti social-démocrate
Ancien ministre de l'Énergie du gouvernement Mathieu Kérékou, plusieurs fois député à l'Assemblée nationale et récemment deuxième vice-président du Conseil économique et social. L'homme avait marqué la vie politique et institutionnelle du Bénin. Il incarnait une figure respectée sur l'échiquier national. Les présidentes des différentes sections des femmes du Septentrion résidant à Cotonou se sont rassemblées dans l'après-midi de ce mardi 2 septembre sur invitation de Miss Talon à l'état civil, Rafiatou Karim. L'objectif était de déclarer leur soutien à la candidature de l'actuel ministre des Finances, Romuald Wadaini, pour la prochaine présidentielle. Elles ont saisi l'occasion pour exprimer leur gratitude à l'endroit du chef de l'État et des présidents des deux blocs pour ce choix. Dans la suite de cette édition, le promoteur de l'association Climate Change et une délégation de la mairie de Cotonou étaient au cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ils y étaient pour solliciter l'autorisation et l'accompagnement du gouvernement pour l'organisation du sommet Climate Change prévu pour les 27 et 28 octobre 2025 au Bénin. C'était une rencontre riche en informations à laquelle ont également participé plusieurs cadres du dit ministère. Les détails des échanges dans ce reportage de Ingrid Day, présenté ici par Ouliat Sanoussi. Près de 800 personnes sont attendues à Cotonou du 27 au 28 octobre 2025 pour participer à la 6e édition du sommet Climate Change. Pour garantir la réussite de cette rencontre, les organisateurs mettent déjà les petits plats dans les grands. Cette rencontre du promoteur de l'association Climate Change et de la délégation de la mairie de Cotonou avec le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en est la preuve. Donc, nous sommes venus présenter le projet d'organisation de l'association Climate Change au niveau de la ville de Cotonou, les 27 et 28 octobre 2025. Voilà. Et nous avons sollicité l'appui du gouvernement. Et le ministre a donné un accord favorable et toutes les diligences seront mises en œuvre pour que tout soit fait, pour que l'organisation de cet événement important à Cotonou se déroule dans de bonnes conditions. Les objectifs pour Cotonou, c'est d'abord de renforcer effectivement les coopérations sur l'adaptation au changement climatique, et travailler sur les questions de biodiversité, et travailler enfin sur les énergies renouvelables, qui est un enjeu majeur du développement africain. L'accès à l'énergie est absolument central. Outre les orientations données à la délégation pour accélérer les préparatifs, Raphaël Akoteyon promet jouer le rôle qui est le sien auprès du gouvernement pour assurer le succès de l'événement. Nous allons saisir le chef de l'État pour votre souhait de le voir en personne. Il peut envoyer aussi son représentant. Il n'y a pas de problème. Volet sécurisation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On va échanger avec lui et faire ce qu'il faut. S'agissant des invitations officielles, pas de problème. Cibler les personnalités à inviter en dehors du secrétaire général adjoint des Nations Unies et préparer un projet d'invitation. Nous allons peut-être revoir ça et mettre ça sous le format du ministère. Énergie renouvelable, adaptation, quelle stratégie de développement? C'est le thème qui va servir de base aux échanges lors du sommet Climate Change. En collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et de l'Agence béninoise pour la protection de la famille, le Conseil économique et social a lancé depuis le 28 août dernier une tournée nationale d'imprégnation des populations sur les lois 2021-11 et 2021-12. Ces deux textes de loi portent respectivement sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Virginia Rodaillon pour nous faire le point de l'étape du littoral.
Le littoral est la troisième étape de cette tournée. Tournée consacrée à la vulgarisation des lois 2021-11 et 2021-12 du 20 décembre 2021. La première, relative aux infractions commises à raison du sexe des personnes, a pour objectif de prévenir ces violences par la sensibilisation et la mise en place de mécanismes de protection. Quant à la deuxième portant santé sexuelle et reproductive en République du Bénin, elle modifie la législation sur la santé sexuelle et reproductive en encadrant l'accès à l'avortement sécurisé. J'ai suivi tout ce qui a été fait. Je remercie énormément CES de nous avoir fait connaître de mieux en mieux la loi sur la fille et les femmes. Maintenant, l'avortement n'est plus un truc à cacher. De nos jours, ce qui se passe actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait des enfants, qu'on les jette dans des puits, qu'on les jette dans des caniveaux. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça? C'est ce qu'il y a là-bas de ça là, que la loi veut corriger maintenant. Dans l'ancien temps, personne ne peut prendre son enfant et aller à l'acte sexuel avec son enfant. Mais ça se fait de nos jours. Et si ça se fait, l'enfant tombe enceinte. Est-ce que cet enfant peut naître? Mais non. Donc la loi n'a pas dit tout le monde d'aller avorter. Mais la loi veut corriger. À travers des débats interactifs, la compréhension des participants a été améliorée sur les dispositions de ces deux lois. Les outils techniques de plaidoyer favorisant un engagement actif et une mise en œuvre effective de ces lois ont aussi été mis à la disposition des participants. Vous êtes venus très nombreux et vous avez fait le jeu. Vous avez voulu expliquer dans le respect, dans la cohésion, dans l'honnêteté. C'est ça ce que nous voulons comme pays. Il faut un pays qui discute, qui dialogue, qui s'accorde et qui avance. Quand il n'y a pas le dialogue, quand il n'y a pas la discussion, c'est pas bon. On reste là dans son coin et après, quelqu'un va être puni alors qu'il n'est pas au courant de la loi. La présente campagne de vulgarisation est le fruit d'une collaboration stratégique entre le CES, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Association béninoise pour la protection de la famille. Désormais mieux édifiés, ces acteurs locaux sont appelés à être de véritables vecteurs de relais du contenu de ces lois. Je l'annonçais en début d'édition, permettez-le, 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. L'événement est célébré en différé par l'Association Presse pour les pauvres et l'Institut de lettres. Les manifestations se résument en une descente sur le site de construction du pont d'Ahogbeya. La délégation est allée constater le démarrage des travaux de construction de cet ouvrage de franchissement qui a longtemps fait l'objet de leur combat aux côtés des populations bénéficiaires. Tout en invitant ces dernières à la patience, les visiteurs remercient également les autorités pour l'écoute et la satisfaction d'une doléance formulée depuis des lustres par bon nombre d'acteurs. Imet Hélène Amoussou, charge Vodona. Commémorer chaque 12 août la Journée internationale de la jeunesse est instaurée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies. La célébration vise à reconnaître la contribution des jeunes, à sensibiliser la société aux défis auxquels ils sont confrontés et à promouvoir leur rôle essentiel dans le développement durable. L'événement célébré en différé cette année par l'Association Presse pour les pauvres et l'Institut de lettres est marqué par une descente sur le site de construction du pont de Ahogbeya. Nous sommes très heureux de constater aujourd'hui que les travaux de la construction de la route menant à cet ouvrage ont démarré. Et donc nous voyons les signes précurseurs déjà donc, de l'érection de ce pont. Près d'une décennie après les nombreuses sorties pour alerter les autorités et solliciter leur intervention en vue de soulager les peines des populations bénéficiaires de l'ouvrage de franchissement, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Il y a cela 15 ans, on était venu ici avec l'association Presse pour les pauvres pour alerter. Mais nous venons de constater que ce pont est en cours de réalisation. Situé sur la route Abomey à Zove, passant par l'arrondissement de Tanve dans la commune d'Agbanizou, le pont d'Ahogbeya dessert au moins 6 villes, à savoir Abomey, Agbanizou, Koulekamé, Toviklin,
Djakotome à Plahoué. La réalisation de cette infrastructure va faciliter les transactions commerciales entre ces différentes localités. En attendant les travaux, les populations sont appelées à prendre leur mal en patience quant à la traversée toujours difficile et les dommages qu'elles subissent. La contribution donc pour l'atteinte des objectifs de développement durable est l'affaire de tous. Nous sommes ici en tant qu'association Presse pour les pauvres pour donner la parole à ceux qui vivent le calvaire par rapport à cet ouvrage et pour relayer aussi cette parole-là pour que les décideurs puissent entendre leur cri de cœur. Et l'approche a marché, la voie a été rechargée, les piquets sont déjà là et bientôt je pense que nous allons pouvoir traverser cet ouvrage et célébrer cette érection. Cause de nombreux décès, des cas de noyades, d'accidents et d'autres dégâts, le pont d'Ahogbe à l'est dans la mémoire de certains usagers, familles et proches de victimes, des souvenirs encore vivaces. Vivement que l'annonce de sa construction faite se concrétise au plus tôt pour le bonheur des communautés bénéficiaires et bien d'autres acteurs engagés pour leur cause depuis des lustres. Voilà qui boucle cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bonne célébration du Maouloud à toute la communauté musulmane et restez câblés Canal 3 Bénin pour la suite de nos programmes.